matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et en invité à la volée, je reçois Jean-Yves Le Gallou ce matin. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Et merci de venir chez nous en studio ce matin. Vous êtes ancien député européen, ancien haut fonctionnaire, président de la fondation Polemia, cofondateur de l'Institut Iliade. Vous êtes bien d'autres choses également, on va pouvoir y revenir. Et puis surtout, vous publiez aux éditions Via Romana vos mémoires identitaires 1968-2025. Les dessous du grand basculement, ce sont des mémoires très riches où en plus on voit à travers votre histoire, j'ai envie de dire la grande histoire, puisque vous avez traversé de 1954, si je ne m'abuse, jusqu'à 2024, toute une fresque, tout le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. Et vraiment, on va pouvoir revenir en détail sur ce que vous avez vécu, parce que vous avez été parfois au cœur du réacteur national, mais puis aussi au niveau de la droite. Mais avant cela, je voulais quand même revenir sur l'actualité récente, puisque vous avez participé samedi dernier à Milan au Remigration Summit, en anglais ça fait sympathique. Donc c'est un sommet de la rémigration avec plusieurs autres militants en tout cas et hommes politiques européens. Il y avait des Néerlandais, des Belges, des Portugais, des Autrichiens, j'en passe. Et vous avez prononcé un discours pour affirmer à la fois la légitimité, la nécessité, la possibilité de la rémigration. Et puis vous avez aussi appelé à l'unité des identitaires européens, selon vous, ce qui serait la seule voie possible, en tout cas, pour mettre en place la rémigration. Alors que comment vous avez vécu ce sommet qui, en plus, a fait, je crois, salle comble, si je ne m'abuse, avec à peu près 400 personnes, malgré une forte opposition dans la rue? Si vous voulez, je l'ai d'autant mieux vécu qu'il a eu lieu, ce qui n'était pas évident, puisqu'il y a eu une pression formidable des antifas pour l'empêcher. Les organisateurs ont dû changer de salle 2 fois, changer d'horaire et annoncer le lieu, puisque vous annoncez effectivement 400 personnes qui venaient vraiment de toute l'Europe, et même parfois d'un peu plus loin, puisqu'il y avait quelques Américains, quelques Canadiens et même 2 Australiens, alors que le lieu de la réunion, qui a commencé à 9h le samedi matin, a été annoncé à 6h le même samedi matin. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant que c'est pu se tenir malgré cette opposition. Et en plus, dans un pays qui pourtant est gouverné par une droite, une des plus radicales d'Europe, on va dire. Donc c'est quand même impressionnant que dans ce pays-là, ce soit encore difficile d'organiser des réunions sur ce thème-là. Oui, mais la réunion a lieu. Il faut dire qu'à Milan, le maire est un maire écologiste, donc il y avait quand même une hostilité. Ce n'était pas à Milan même, d'ailleurs, c'était dans la périphérie de Milan, mais il y avait une hostilité. L'Italie est quand même un pays relativement décentralisé, et donc il faut aussi tenir compte de cela. Ce que je crois essentiel, c'est que ça permet de faire avancer l'idée d'une conscience européenne, et d'une conscience européenne face aux vrais périls. Les vrais périls, je ne crois pas aujourd'hui, ils ne sont pas géopolitiques. Les vrais périls, ils sont intérieurs, ils sont par le risque de submersion. Et effectivement, s'il n'y a pas une politique de remigration, eh bien dans certains pays européens, à partir de 2060, dans d'autres en 2080 ou 2100, les Européens seront minoritaires sur le sol de leurs ancêtres. Et j'ai rappelé de manière peut-être un peu provocatrice que les Européens, c'est le peuple premier d'Europe, et que l'Europe appartient aux Européens. Absolument. Bon, je vais vouloir réagir quand même à un argument qu'on entend souvent et auquel vous avez répondu d'ailleurs dans ce discours, puisque cette idée de rémigration qui maintenant fait son chemin peut paraître aujourd'hui, peut sembler très intéressante et très nécessaire pour beaucoup de Français. Mais il y a un argument qui vient de la gauche et auquel souvent on se heurte parce qu'on n'y a pas forcément de réponse. C'est la rémigration jusqu'où? C'est-à-dire jusqu'à quelle génération? Parce que aujourd'hui le droit du sol fait que en France, on a tout un tas de personnes qui ne sont pas assimilées, mais qui ont la nationalité française et que, en tout cas, elles sont plus difficiles à réémigrer que simplement les immigrés clandestins sous OQTF. Voilà, alors je crois qu'il faut distinguer les choses. La rémigration doit être progressive, donc il faut commencer par les clandestins, par les délinquants, par ceux qui vivent d'aide sociale, et donc il faut interrompre le titre de séjour. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire avant de penser à la deuxième ou troisième génération. Ceci étant, je ne vais pas éluder la question, je ne l'ai pas éludée
dans mon intervention. D'autres intervenants, d'ailleurs venus d'autres pays, ont aussi évoqué cette question. Et je pense que s'agissant des gens qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil, que ce soit d'ailleurs la nationalité française, britannique ou allemande, que sais-je encore, il faut distinguer 3 catégories. Il y a la catégorie de ceux qui, bien qu'ayant la nationalité, ont un comportement, sont inassimilés et sont hostiles. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont inassimilés, mais qui ne manifestent pas d'hostilité avec les mœurs, les coutumes, les natifs des pays d'origine. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui sont assimilés, qui respectent le pays, qui sont assimilés. Ceux qui respectent le pays, qui sont assimilés, il n'y a pas de problème, ils peuvent rester. Ceux qui sont inassimilés et hostiles, eh bien alors ceux-là, il doit y avoir la possibilité de les déchoir de leur nationalité et de les faire repartir. Quant à ceux qui sont inassimilés sans être hostiles, on peut les encourager éventuellement à repartir, mais sans les traiter de manière aussi radicale que les inassimilés et les hostiles. Voilà. Donc vous voyez, même ce sujet-là, on peut l'aborder sereinement. Je crois qu'on ne peut pas considérer comme français, ou comme britannique, ou comme allemand, ceux qui, même parfois en ayant le papier, ont une attitude hostile. Et il y en a malheureusement. Et puis d'autant plus que, au niveau juridique, je crois que, en tout cas pour le ressortissant marocains, algériens, tunisiens, ils ne perdent pas leur nationalité à la naissance. L'islam transmet la nationalité par la filiation, donc ils ne la perdent pas. Laïcité ne le fait pas. Je voulais vous faire réagir également au rapport de Terra Nova qui a été publié il y a quelques jours, qui recommande, lui, un peu à rebours de vos analyses, d'accueillir entre 250 000 et 310 000 immigrés par an en plus pour pérenniser, je cite, notre modèle social jusqu'en 2040-2050. Après, normalement, on devrait avoir ce qu'il faut. Et puis, je finis quand même un tout petit pour vous faire réagir complètement au rapport. Il explique que la méfiance des Français vis-à-vis de l'immigration, puisqu'il y en a une apparemment, traduit une méconnaissance qui nourrit une anxiété disproportionnée. Voilà. Est-ce que vous sentez une anxiété disproportionnée ? Je pense oui, insuffisante. Voilà. Insuffisante, oui, tout à fait. Disproportionnée, insuffisante. Je crois que les Français se rendent parfaitement compte des aspects infiniment négatifs de l'immigration en termes de sécurité, en termes de destruction du système scolaire. Je cite juste un chiffre. Et l'immigration n'est pas la seule cause de la destruction du système scolaire, mais c'est un élément supplémentaire. Dans les académies de Versailles et de Créteil, pour les concours, pour les professeurs des écoles, on a 0,7 candidats pour un poste, parce que personne ne veut enseigner aujourd'hui dans ces zones-là, et on sait très bien à cause de quoi. C'est à cause de la racaillisation et de l'immigration. Voilà. Et donc le coût est considérable, et dans tous les pays d'Europe, il y a des statistiques qui paraissent avec l'Observatoire de l'information et de l'immigration et de la démographie, avec les statistiques sur le site Vanguard, on voit que le bilan, le coût économique et social de l'immigration est fort dans tous les pays d'Europe. Donc, plus on en a, plus ça va mal. Voilà. C'est vrai, et donc, il ne faut pas faire plus d'entrées, il faut faire de la remigration. Oui, et une dernière actualité sur ce même sujet, puisque ensuite on va évidemment parler de votre mémoire, mais c'est ce sénateur socialiste Éric Kerrouche qui a déposé donc une proposition de loi pour empêcher tout référendum sur l'immigration. On sait que c'était une annonce de Marine Le Pen si elle venait à être élue, qui, alors que, je cite son motif, il veut éviter de mettre en place une constitution xénophobe, alors que 68% des Français sont favorables, eux, à un référendum sur la question migratoire, selon un sondage CSA du 6 février dernier. Alors, il donne totalement raison, ce sénateur, au vice-président américain J.D. Vance, qui, dans son discours de Munich, a souligné à la fois le problème de l'immigration en Europe lié avec la restriction des libertés d'expression, des libertés d'opinion, des libertés démocratiques. Les deux choses vont de pair. On ne peut continuer à imposer aux peuples européens cette immigration massive sans les priver de leur liberté.
Et donc, ce qu'il faut, c'est rétablir la liberté pour retrouver l'identité. Alors, merci donc pour cette partie sur l'actualité. On va en venir à vos mémoires, puisque vraiment, j'ai pris un grand plaisir à les lire. Ce sont des mémoires très denses qui reviennent. Je vous ai un petit peu rajeuni en disant que vous étiez né en 1954. Je crois que c'est un petit peu plus tôt dans les années au début 54, c'est l'entrée à l'école primaire. Ah oui, voilà, c'est pour ça que ça commence par là. Mais effectivement, vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas arrivé au CP à la naissance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc vous, évidemment, la petite histoire rejoint la grande, et que à travers notamment la photographie que vous faites de votre enfance, qui se passe beaucoup en région parisienne aussi, dans un village qui s'appelle Maule, je crois. Quand vous faites la photographie de ces villages de la région parisienne et quand on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, en fait, on voit, au-delà de la question de l'émigration, ce grand remplacement qui est aussi dans la manière, dans l'habitat, dans l'industrialisation, dans la création de ces villes dortoirs. Donc on voit vraiment tout le déclin civilisationnel qu'a connu la France depuis que malheureusement vous êtes né et vous avez passé votre enfance. Alors, il faut dire qu'on a gagné beaucoup de confort. Oui, on a gagné beaucoup de confort, il faut être conscient de cela, beaucoup de confort, une amélioration des conditions physiques, une amélioration des conditions de soins. Il y a des vrais progrès, en quelque sorte matériels, qui se sont payés d'une certaine progression de la laideur dans les paysages, une certaine destruction des paysages, et qui se sont aussi payés par la transformation, le grand remplacement de la population. Voilà. Donc il y a trois changements majeurs. Si je prends les événements dans les faits, dans la durée, il y a le confort, les soins, tout ça qui n'a pas que des côtés négatifs, il faut quand même être honnête. Et puis la contrepartie, l'envahissement de la laideur et l'invasion par des gens venus d'ailleurs. Et pour vous, ce sont des choses qui sont obligatoirement liées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas progresser dans le confort sans avoir une immigration, ou c'est simplement une analyse que vous faites de l'histoire? C'est un constat, ça mériterait vraiment une étude approfondie. Il y a toujours un certain risque dans le confort. Voilà. Puis, je crois que le confort, c'est bien, à condition d'être capable de s'en priver. Je pense par exemple, sur les jeunes générations, je suis très intéressé de savoir quels sont ceux, des gens qui arrivent à 20 ans par exemple, quels sont ceux qui ont déjà couché dehors et ceux qui n'ont jamais couché dehors. C'est un bon élément de sélection. De ce point de vue-là, le scoutisme reste une école de formation tout à fait recommandable. Et je vais vous dire, je ne connais pas la proportion de ce que vous décrivez, mais en tout cas, je sais faire la différence entre quelqu'un qui a couché dehors et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, ça rejoint une de vos grandes passions, qui est la marche en haute montagne. Je voulais revenir quand même sur votre vie, parce que vous avez un parcours quand même assez atypique. J'exagère un petit peu en disant que rien ne vous prédisposait à vous engager dans la droite, on va dire, radicale. Vous êtes d'abord un enfant de l'école républicaine, quand ça existait encore. Vous êtes quelqu'un qui donc a fait Sciences Po, puis l'ENA. Vous avez progressé donc, par la méritocratie, et vous avez intégré l'ENA. Et vous racontez donc l'un de ces points de bascule idéologique qui vous a marqué, c'est mai 68. Puisque à ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui est engagé, on va dire, à droite, mais sans plus. Très modéré, presque fréquentable. Très fréquentable, ça n'a pas duré. Mais... Et donc, à l'époque, vous avez le service de l'État à cœur, la culture du service public, et puis vous voyez ces événements dans la rue qui explosent. Et alors là, comment vous réagissez? Si vous voulez, je le ressens un peu comme le général de Gaulle l'a ressenti, si je puis me permettre cette comparaison. C'est la chienlit. Voilà. Mai 68, c'est la chienlit. Et moi, je réagis à la chienlit. Ça me révulse. Et ce qui me révulse peut-être encore plus que la chienlit, c'est la lâcheté des autorités. L'effondrement des professeurs d'université, l'effondrement des directeurs, l'effondrement des ministres aussi, n'en déplaise au général de Gaulle. Et je pense que la première grande faute, et tout va s'en suivre, c'est quand Pompidou rouvre la Sorbonne. Le 11 mai 1968, je crois, le 11 ou 12 mai 1968, il rouvre la Sorbonne, qui est réoccupée par les étudiants gauchistes. Et donc, c'est la remise, en quelque sorte,
des clés du pouvoir pour une longue durée, parce qu'ils l'ont encore aujourd'hui. Vous voyez, Cohn-Bendit est toujours dans tous les médias, enfin peut-être pas à Toxin, non, malheureusement. Mais malheureusement, vous aimeriez, mais il est partout, et on lui a remis les clés. Pompidou lui a remis les clés de la Sorbonne en 1968, et les gauchistes ont toujours une puissance absolument politique, idéologique, disproportionnée par rapport à leur nombre, par la faiblesse de leurs adversaires. Absolument, et d'ailleurs, vous êtes assez sévère avec Pompidou, en tout cas vous expliquez que même après sa prise de pouvoir en 1969, il a été, on va dire, assez conciliant avec cet héritage de mai 68. Et notamment voilà, dans sa politique. Contrairement à l'image qu'on peut en avoir de quelqu'un plutôt dans l'héritage gaulliste, conservateur. On parle des années Pompidou comme des années de la France tranquille, tout ça. Oui, alors, si vous voulez, moi j'ai fait partie d'ailleurs, j'ai plutôt aimé le président Pompidou à l'époque, et je me rends compte aujourd'hui avec le recul et l'analyse, et j'ai essayé de faire partager ce point de vue à Éric Zemmour ou à Philippe de Villiers, qui était aussi un petit peu séduit par Pompidou. En fait, Pompidou, il a écrit un livre qui a été publié de manière posthume, qui s'appelle Le Nœud gordien, qu'il a écrit après 1968 et avant d'accéder au pouvoir, où il dit tout ce qu'il faudrait faire, encore aujourd'hui, tout ce qu'il faudrait faire et tout ce qu'il n'a pas fait. Et Pompidou a en fait tout laissé filer. Il a laissé filer sur l'éducation nationale. Il a laissé entrer, parce que c'était une manière de tenir les salaires à l'époque, 200 000 travailleurs immigrés par an. Mais là, c'est des travailleurs. Mais c'est quand même le début de l'explosion de l'immigration. Il a laissé voter la loi Pleven qui restreint la liberté d'expression et d'opinion. Et surtout, il a laissé le Conseil constitutionnel s'arroger le pouvoir de contrôler le contenu de la loi et pas seulement la forme de la loi. Alors évidemment, on peut dire, c'est pas lui, c'est le Conseil constitutionnel, mais il l'a laissé faire. Oui. Et il a débuté son quinquennat, puisque ça n'a duré que 5 ans, le malheureux, en nommant Chaban-Delmas, avec Delors comme directeur de cabinet, et comme projet la nouvelle société, c'est-à-dire un projet progressiste. Absolument, absolument. Et donc, ça a entraîné tout ce qu'on voit. Mais je crois que c'est une maladie assez française de faire des très bons constats et de ne pas forcément les faire suivre par des actes. En tout cas, donc vous, en parallèle de votre intégration à l'ENA, vous faites de la politique, comme tous les hauts fonctionnaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous fondez notamment le Club de l'Horloge avec des camarades énarques. Et en fait, à ce moment-là, ce sont aujourd'hui, avec le recul, on pourrait dire, avec la perspective d'aujourd'hui, que c'était des clubs, on va dire, très marqués politiquement à droite. Mais à l'époque, vous n'étiez pas du tout aussi diabolisé qu'on pourrait être aujourd'hui. Et vous avez même derrière vous un patronat, une série d'intellectuels dont aujourd'hui la droite est en tout cas privée dans les milieux institutionnels. Oui. Et donc c'est aussi l'héritage de mai 68, cet évincement en fait de la droite conservatrice, patriote des milieux patronaux et institutionnels. Ah, tout à fait. Si vous voulez, ce qui est tout à fait typique, c'est que le patronat de l'époque, il est d'abord assis sur des vraies industries, et pas seulement sur des services. Donc, il est un peu enraciné, et il est aussi assez enraciné dans des valeurs conservatrices. Il a dans ses structures un certain nombre d'officiers qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont parfois été Algérie française. Donc, on a un patronat assez à droite, tout à fait à l'opposé de ce que peut être aujourd'hui des gens comme Monsieur Martin, oui. Qui sont vraiment aux antipodes de tout ça. Il y a aussi un certain nombre d'intellectuels qui rasent un peu moins les murs qu'aujourd'hui. Il y a toujours aujourd'hui des intellectuels courageux, mais ils sont rares. Il y a eu notamment Monsieur Vermeuren, qui a sorti cette vaste étude sur le wokisme, mais les Vermeuren, il n'y en a pas beaucoup, il y en avait davantage à cette époque-là. Mais nous, au Club de l'Horloge, dans ces années-là, nous essayons de structurer à droite les partis majoritaires, c'est-à-dire le RPR et l'UDF, alors que la pente vers laquelle les envoient les médias notamment, et l'après 68, c'est de les emmener vers le progressisme. Et donc, il y a une espèce de tension entre ce que nous essayons de faire, avec un succès relatif, et la pente naturelle, qui fait qu'à un moment donné, vous avez des jeunes espoirs de droite du RPR, dont le rêve,
ce n'est pas d'avoir un papier dans le Figaro, à supposer que le Figaro soit un journal de droite, mais le rêve, c'est d'avoir un papier dans Libération. Ah oui. Voilà. Ouais, ça rappelle malheureusement la droite d'aujourd'hui. C'est le cas de Juppé ou de Toubon. Leur rêve dans les années, c'est d'être dans l'IB parce que c'est moderne. Voilà. Alors, et vous êtes à rebours de cette modernité, notamment encore plus après l'élection en 1981 de François Mitterrand, où vous inscrivez en fer de lance du socialisme, tout simplement. Et vous prônez cette union des droites un petit peu avant l'heure, si j'ose dire, ou en tout cas au moment où elle commence à se faire, jusqu'à finalement, constatant qu'elle ne se fait pas, sauter le pas. Et pour un haut fonctionnaire, c'est quand même assez parlant, en tout cas assez nouveau, c'est d'adhérer au Front National en 1986. Donc vous constatez là l'échec un petit peu de l'union des droites. Oui, alors ça a toujours été la ligne du Club de l'Horloge, même après, c'est de prôner l'union des droites, mais évidemment, nous n'étions pas entendus. En fait, j'explique dans le livre comment je bascule au Front National. Je publie en 1985 La préférence nationale, réponse à l'immigration, qui reste un livre, je pense, important sur ce domaine. Et à l'époque, je vais voir Alain Perfit, mémorialiste du général de Gaulle, ancien ministre de la Recherche du général de Gaulle, académicien français, directeur du comité éditorial du Figaro, c'est un monument. Bon, je le vois, je lui présente les thèses de la préférence nationale, il m'écoute longuement, et à chaque fois, il opine, il me répond, me dit oui, c'est ce qu'il faudrait faire, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est l'intellectuel qui parle. L'intellectuel dit oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Et il conclut la conversation en disant c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que nous ne ferons pas. Et là, c'est l'homme politique qui est dans le milieu RPR, à l'époque, RPR-UDF, qui s'apprête à être réélu député de Provins en 1986, et qui sait que sous la pression du politiquement correct, sous la pression des médias, sous la pression des centristes, eh bien, ils ne feront pas ce qu'il faut faire. Et ils ne le feront pas, notamment parce qu'apparaît un phénomène qui est absolument central, qui explique tout ce qui se passe en France et en Europe depuis cette période, c'est le cordon sanitaire. En 1986, il y a une France qui est très à droite, qui va voter en partie Front National et à 10% aux élections législatives, à 45% RPR-UDF. C'est une France qui est très à droite, mais Chirac s'est engagé à ne pas faire d'accord avec le Front National. C'est la mise en place du cordon sanitaire. C'est le cordon sanitaire qui est encore en place aujourd'hui, malgré toutes les tentatives de dédiabolisation de Marine Le Pen. Il y a toujours le cordon sanitaire. Et objectivement, le cordon sanitaire, il est en place partout. Il est en place en Allemagne, où il élimine, où il marginalise le premier parti, l'AfD. Il est en place au Portugal, on va voir s'il saute ou pas. Il est encore en place partout. Et évidemment, le cordon sanitaire, pourquoi tous les pays européens ont une politique qui est marquée à gauche depuis 30 ou 40 ans? Tout simplement parce qu'ils sortent du jeu électoral, du jeu politique, 10, 20, 25, 30, 35%, 40% du camembert de l'opinion. La partie la plus à droite de l'opinion est sortie du jeu, et par conséquent, le centre de gravité du reste, c'est à gauche. Et voilà pourquoi tous les pays européens ont des politiques de gauche. On a vu d'ailleurs pour certaines villes, c'est aussi la même chose pour les villes, où plutôt que de s'allier avec des forces de droite ou de laisser le pouvoir à la force de droite majoritaire, tout le monde s'allie, depuis les conservateurs modérés jusqu'aux maoïstes. On a vu ça à Anvers il y a une trentaine d'années, le grand port flamand. Aujourd'hui, Anvers est une ville à forte elle est envers musulmane, vraiment envahie à cause du cordon sanitaire. Absolument, et donc si on fait quand même un petit récapitulatif de cette histoire de la droite que vous avez connue, fréquentée et pour laquelle vous avez milité, c'est quand même beaucoup, en tout cas pour une certaine partie, une histoire de renoncement et de manque de courage, et jusqu'à aujourd'hui on voit ces élections de LR qui n'ont pas l'air de changer, d'être un grand tournant dans l'histoire de cette droite-là. Si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent beaucoup à M. Retailleau, compte tenu de ce qu'il dit, plus que de ce qu'il fait.
parce qu'il rentre toujours 500 000 immigrés par an. Hein, mais c'est rassurant de savoir qu'on dit des choses intéressantes, mais qu'on ne va pas les faire. Mais on ne va pas les faire, bourgeois. Et il ne va pas les faire. Pourquoi ? Parce que s'il est élu, il sera élu contre le Rassemblement national. En tout cas, il ne fera pas d'entente avec le Rassemblement national. Donc lui aussi coupe l'omelette. Avant, vous savez, il y avait une expression sous la 4e République, on disait on coupe l'omelette aux deux bouts. C'est-à-dire, on éliminait la partie droite de l'omelette et on élimine la partie gauche de l'omelette. Aujourd'hui, on ne coupe l'omelette que du bout de droite. Ah oui. Et donc, le résultat, eh bien, l'équilibre se fait à gauche. Et quels que soient les beaux discours, c'est pas avec Monsieur Philippe ou avec Monsieur Faure qu'on pourra faire la moindre chose utile en matière d'immigration. C'est possible. Alors, on va passer sur votre histoire au Front National, sur la sécession, mais avec Bruno Maigret face à Jean-Marie Le Pen. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à lire ces mémoires, parce que vous étiez vraiment dans le cœur réacteur de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je voulais revenir aussi sur votre passage à la haute fonction publique, puisque vous avez été énarque. Même pendant ces périodes-là, quand vous étiez engagé politiquement, vous restiez énarque. Alors, vous avez quitté un petit peu votre poste quand vous avez été député européen, comme vous ne pouviez pas cumuler. Mais ensuite, vous avez été réintégré au début des années 2000. Et là, c'est un passage quand même assez drôle de vos mémoires, puisque on est obligé de vous réintégrer. C'est la loi, malheureusement. Oui. Et comme vous êtes dans une fonction publique naturellement assez hostile à vos idées, vous êtes un petit peu soit mis sous le boisseau, mis sous le tapis. On vous donne du travail parce qu'on est obligé de le faire, mais pas vraiment. Alors, expliquez-nous un petit peu cette période, parce que vraiment, c'est assez drôle. Alors, d'abord, une petite précision sur le livre. Dans le livre, je raconte beaucoup d'anecdotes. Je parle de beaucoup de monde. Je ne tape pas sur mes amis politiques. Il y a pas de, je ne règle pas de compte. Je ne règle pas de compte politique. Mais quand même, pour des mémoires, je trouve ça vraiment, je tiens à le souligner, vous dites tous les noms et c'est assez, c'est très bien d'avoir des gens qui osent, dire les noms et pas sous-entendre pour ne pas froisser quelqu'un des opinions. Donc vous dites tout, même si vous n'attaquez pas politiquement vos amis, vous dites tout et c'est assez agréable à lire. Voilà. Alors, donc je ne règle pas de compte. Je suis un peu plus sévère quand je ne règle pas de compte sur toute la partie politique. Voilà. Dans le chapitre qui est consacré à mon retour dans la fonction publique, j'égratigne un petit peu parce que je constate quand même beaucoup de conformisme, beaucoup de lâcheté. Beaucoup de lâcheté. De franc-maçonnerie, si vous le dites ouvertement. Oui, alors j'en parle parce qu'on peut parler de la franc-maçonnerie, c'est assez paradoxal, plus facilement qu'on ne pouvait le faire il y a 30 ans ou 40 ans. Voilà. C'est vrai. Alors la franc-maçonnerie, c'est quand même assez compliqué. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter. C'est l'histoire de ce préfet catholique qui est nommé secrétaire général du comité économique et social environnemental, et il dit à ceux qui veulent le nommer, écoutez, vous savez ce que vous faites, je suis Tala. Et la personne qui lui a proposé la nomination, qui est l'ancien directeur de cabinet de Chirac, lui dit écoutez, cher ami, c'est parfait, parce que comme ça, vous serez neutre pour arbitrer entre les différentes tendances, puisqu'effectivement, il y a quand même différentes tendances, différentes obédiences dans la franc-maçonnerie. Et d'un certain point de vue, au ministère de l'Intérieur, l'alternance, c'est quand la Grande Loge nationale de France reprend des grands postes au détriment du Grand Orient de France et réciproquement. Voilà. Ils sont pas sur les mêmes lignes, objectivement. Voilà. Donc j'en parle un petit peu. Bon, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que je vois ça de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Voilà. Ou de l'intérieur ministère. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Et alors, vous êtes réintégré vaille que vaille dans l'inspection générale de l'administration. On vous donne des missions, mais on vous dit quand même de pas trop en faire. Et puis là où c'est encore assez drôle avec le recul, c'est que avec l'un de vos camarades avec qui vous avez fondé le club de l'horloge, Yvan Blot, lui est nommé inspecteur général, si je ne m'abuse. Vous ne l'êtes pas, et la raison qu'on vous invoque à l'époque pour ça, c'est quand même assez fort de café, c'est que vous avez mal parlé de l'équipe de France en 98. Oui, voilà, alors on me reproche effectivement, d'avoir manqué au devoir de réserve. Alors c'est vrai qu'il y a le devoir de réserve qui existe. Il n'est pas impossible que j'ai parfois été aux limites du devoir de réserve, je veux bien l'admettre, mais la personne qui me dit ça, qui est le président du syndicat de cette inspection, me dit « Tu as manqué au devoir de réserve ». Alors je lui dis « Ah bon, tu penses à quoi ?» Et il me répond « Tu as mal parlé de l'équipe de France ». Alors là, j'hallucine absolument. Et effectivement, vous savez, on avait beaucoup dit en 1998, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de football parce qu'elle est black, blanc, beurre. Et en 2002,
elle est éliminée par l'équipe du Danemark. Et moi, je fais un petit communiqué humoristique sur les 11 Vikings qui ont éliminé l'équipe Black Bomber. Donc, j'ai effectivement mal parlé de l'équipe de France, mais je ne vois pas ce que ça a à voir quand même avec les fonctions que je pouvais exercer à l'inspection générale du ministère de l'Intérieur. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est vraiment bon. Je vous invite. Il y a énormément d'anecdotes, énormément de choses aussi drôles. Voilà, vous avez connu beaucoup de monde, donc ce sont des mémoires encore une fois très denses. Une autre de vos facettes, c'est qu'à partir des années 90-2000, vous participez aussi à l'émergence de tout un tas d'initiatives alternatives en parallèle de là où vous avez connu à la fois le cœur du réacteur de l'État français et en même temps vous avez été à la pointe des choses complètement alternatives et indépendantes comme Radio Courtoisie, TV Liberté, la formation de l'Institut Iliade aussi que vous avez créé suite au suicide de Dominique Vénère. Donc vous avez quand même cette tendance aussi à la liberté et quand on voit vos dernières actualités, vous avez été devant le Conseil d'État pour des raisons judiciaires aussi. Vous avez eu ces problèmes bancaires avec l'Institut Iliade. Donc, l'énarque que vous étiez est devenu quasiment libertarien. C'est comme ça d'ailleurs que vous concluez vos mémoires. Oui, un petit peu, parce que si vous voulez, je pense que l'État a longtemps été au service de la France et qu'aujourd'hui, il ne fait pas la France, il la défait. En même temps qu'il défait les libertés des Français et qu'aujourd'hui, on a besoin... non seulement d'un choc en matière d'immigration, mais aussi on a besoin d'un choc abrogatoire, d'un certain nombre de réglementations et d'un certain nombre de subventions. Et c'est vrai qu'un énarque qui dit ça, on n'en entend pas beaucoup dans la vie d'aujourd'hui. Mais pour finir, alors vous concluez par un petit chapitre qui s'appelle « C'était mieux avant », avec un point d'interrogation quand même. Et puis ensuite, vous avez un épilogue. Mais est-ce que vous êtes quand même pour les générations futures, dont je fais partie et je vous supplie d'en avoir un petit peu, est-ce que vous avez un peu d'espoir pour ces générations ? Visiblement, vos derniers discours laisse penser qu'un petit peu quand même. Oui, si vous voulez, je pense qu'il y a une prise de conscience dans la nouvelle génération, dans votre génération. Moi, j'assure des formations à l'IFP, l'Institut de formation politique, depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai vu bouger considérablement le degré de prise de conscience et de positionnement politique dans les nouvelles générations. En tout cas, dans les nouvelles générations les plus conscientes. Voilà. Mais je crois que les nouvelles générations les plus conscientes, ça peut être les étudiants qui peuvent faire l'IFP, ça peut être aussi les rugbyman de Crépol ou d'ailleurs. Et donc, il y a quand même un mouvement qui se passe, notamment chez les jeunes hommes, qui n'ont peut-être pas tout à fait le même positionnement que les jeunes femmes, même si certaines... Ni la même constitution hormonale, donc ça explique ni peut-être... la même constitution hormonale, absolument. Parce que vous pensez qu'il y a une différence attendez, génétique... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, là, attendez. Je pense que nous sommes aux limites du politiquement correct. Là. Attention, on va conclure attention. Non, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Je le rappelle, vos mémoires, Mémoires identitaires, 1968-2025, les dessous du grand basculement, ce sont des mémoires très denses. Et si vous ne connaissez pas Jean-Yves Le Gallou, vous allez le mieux connaître. Et surtout, si vous ne connaissez pas ou mal la grande histoire de la seconde partie du XXe siècle, vous allez apprendre beaucoup. Il y a notamment aussi des choses qu'on ne connaît pas sur Jean-Pierre Chevènement, Jacques Chirac. Enfin, vraiment, c'est très dense. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Vous êtes, je le rappelle, ancien député européen, ancien haut fonctionnaire, président de la Fondation Polémia, cofondateur de l'Iliade et auteur donc de ces mémoires identitaires aux éditions Via Romana. Chers auditeurs, c'est la fin. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics.
public. On vous met tout de suite le lien, là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.